Dans cette dernière table ronde, c'est de prendre, comme vous l'avez vu déjà, réfléchir à ce qui vient après et d'une certaine manière se dire quelle pourrait être la feuille de route pour le prochain gouvernement, là où il ne faut pas rater certaines échéances. Et notamment un certain nombre d'arbitrages principaux dont on a vu que c'était autour des arbitrages économiques majeurs qu'on a l'impression qu'on a du mal à intégrer la biodiversité et parfois même le climat. Et puis, vu ce qu'on a discuté aussi ce matin, on va aussi s'intéresser à une espèce de stratégie pour un ensemble d'acteurs qui m'ont l'air d'être largement représentés dans la salle, une stratégie pour que soit mieux prise en compte la biodiversité et aussi le climat, pour que ça soit mieux saisi dans l'opinion publique, pour que non seulement dans le programme du prochain gouvernement, mais pour les prochaines échéances démocratiques, on ait un peu plus de place pour les enjeux dont il nous semble, j'ai l'impression ici dans la salle, qui sont très importants. Je vais pas forcément récapituler ce qui s'est dit ce matin, mais juste dire trois mots. Le premier, c'est que j'ai l'impression qu'on a entendu des choses à plusieurs niveaux de réponse ce matin. Le premier, et ça me semblait très frappant, c'est qu'un certain nombre d'entre nous, ont dit, en fait, on est dans une période de reconstruction d'un nouveau paradigme. On est en train de reconstruire la modernité, ou une nouvelle modernité, un nouveau projet collectif. Donc c'est pas étonnant que ça tiraille, que ça se passe pas forcément bien. Et dans ces moments-là, il faut en particulier continuer à affirmer l'importance du savoir, on vient de le dire, sans croire que c'est l'expertise qui va se substituer à la décision politique. Il faut montrer que la transformation écologique peut être un projet d'autonomie, elle peut être quelque chose de désirable. Et puis montrer aussi que c'est aussi un projet collectif pour la planète. J'ai l'impression que beaucoup, ce matin, ont dit la démocratie, c'est une question française, mais c'est aussi une question à l'échelle de la planète, et il faut qu'on articule les deux, et ça me semble important de le rappeler. Ça, c'était la première catégorie de réponse. La deuxième était beaucoup sur concrétisons. Discuter sur les valeurs, c'est important, mais allons à proximité des citoyens, parlons de la ville, des territoires, de la consommation alimentaire, de l'agriculture, voire des finances publiques et de la santé, dont on sait que ça, c'est au cœur du programme présidentiel. Et la troisième partie, c'était de se dire, finalement aussi, il faut compter avec les institutions actuelles, avec leur inertie et leurs difficultés. L'élection présidentielle, la présidentialisation étant une de ces inerties et une de ces difficultés pour un certain nombre des intervenants précédents. Et comment est-ce qu'on pourrait, évidemment, ne pas évacuer la question démocratique et la concertation qui sont indispensables, mais y remettre la question de la négociation politique et le rôle de la société civile de telle manière que ces enjeux de long terme ou ces enjeux écologiques puissent être bien pris en compte. Voilà en deux mots ce que je trouvais important de rappeler à nos invités, que je vais maintenant présenter. Donc je voulais remercier Sandrine Bélier d'avoir accepté d'être à cette tribune. Sandrine est directrice de l'association Humanité et Biodiversité, mais je vous présente en quelques mots, alors j'espère que je ne me trompe pas dans la sélection, le parcours de Sandrine Bélier, parce que ça me semble important dans la discussion. Vous êtes juriste, vous avez été députée européenne pour Europe Écologie Les Verts, vous avez aussi un parcours associatif en dehors d'Humanité et Biodiversité, à la fois sur l'environnement mais aussi sur les droits de l'homme, et ça me semblait important d'avoir ça en tête. Et vous avez aussi été membre de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Donc ces questions de démocratie et d'écologie, j'ai l'impression que vous les avez largement travaillées, et nous sommes très heureux que vous puissiez nous en dire quelques mots aujourd'hui. Je remercie aussi Laurence Tubiana de nous avoir rejoints. Laurence a aussi un parcours associatif, je pense que c'est pas anodin de le souligner. Tu es aussi professeur à Sciences Po, donc il y a un parcours de chercheuse. Donc sur beaucoup des sujets qui nous ont occupés ce matin, tu as plusieurs types d'expériences dont tu peux nous parler. Aujourd'hui, tu es présidente de la Fondation européenne sur le climat, qui est donc là un autre type d'acteurs dont on a peu parlé aujourd'hui, qui sont les fondations philanthropiques. Je devrais dire, en tant que directeur des programmes à l'IDRI, que tu es aussi la fondatrice de l'IDRI, donc ça c'est le petit clin d'œil que je ne peux pas oublier de faire. Et puis, en tant qu'ambassadrice pour le climat, juste avant la COP21, tu as vraiment en plus été à la manœuvre de ces négociations, à la fois en interne, parce qu'une négociation internationale, ça se discute beaucoup dans les interministériels, et à l'échelle internationale. Oui, excusez-moi, je fais des CV un peu longs, mais je pense que la participation au cabinet de Lionel Jospin était aussi probablement un point de vue sur cette difficulté à faire tenir les engagements environnementaux dans les arbitrages économiques. C'était sûrement quelque chose de très important aussi dans cette expérience. Enfin, Jean-François Sylvain, président de la Fondation de recherche pour la biodiversité, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Jean-François, tu es écologue, spécialiste des insectes tropicaux et de leur diversité en particulier, et donc un des grands spécialistes des questions de biodiversité en France. Si je ne me trompe pas, tu es membre, ou tu as été membre du Conseil scientifique sur le patrimoine
patrimoine naturel et la biodiversité en France, donc sur la mise en œuvre de la biodiversité en France. Et puis tu participes au GIEC de la biodiversité, l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc là aussi, l'échelle nationale et internationale sont des choses que tu as beaucoup pratiquées. Excusez-moi, ces CV un peu longs, je pense que c'était important d'avoir positionné tout ça. Ce que je voulais vous poser comme première question à tous les trois, c'est un peu votre vision de ce qu'on a discuté depuis ce matin, c'est-à-dire pourquoi peine-t-on à faire entrer les questions écologiques dans les préoccupations de l'opinion publique ou dans les arbitrages politiques et les négociations à court terme? Quels sont les enjeux et quelles solutions vous pensez qu'on peut essayer de mettre en œuvre? Quel programme vous nous proposez d'action pour améliorer ça dans les années qui viennent? Alors, c'est peut-être pas très facile de se lancer sur cette question-là, mais Sandrine, est-ce que je peux vous passer la parole tout de suite? Merci. Oui, c'est pas une question facile. Moi, je pensais ce week-end, pour préparer cette journée, que ça me prendrait entre 2 et 4 heures. Et quand j'ai découvert les questions, finalement, ça m'a demandé beaucoup plus de réflexion. Donc je vais vous livrer une réflexion personnelle et puis j'ai tenté de m'appuyer de fait sur mon expérience politique et associative. Je vais balayer tout de suite, on y reviendra peut-être, sur le traitement médiatique du sujet. Et simplement attirer votre attention, notamment dans le cadre de la présidentielle, sur les débats qu'il y a pu y avoir pendant les primaires ou entre les candidats, sur une journaliste qui dit « la question écologiste, et l'écologie, n'est-ce pas une question de bobo ?» Voilà, déjà la question est posée de manière assez radicale. Et pendant le premier débat entre les grands candidats, lorsqu'on aborde le sujet de l'écologie, c'est le nucléaire et le diesel, et ça se limite généralement et encore à ça. Donc on a déjà un très très mauvais traitement médiatique qui, je pense, n'aide pas à cette prise de conscience et appropriation de l'opinion publique. Ensuite, et très rapidement, s'il y a un constat, et peut-être contrairement à la question climatique, en ce qui concerne la préservation de la nature, tout le monde est a priori pour. Et tout le monde trouve ça important, même si, et ça c'est une des choses que j'ai pu constater sur des marchés, en discutant avec les citoyens, c'est très très important, c'est vraiment bien qu'on s'en occupe, mais c'est vraiment pas l'urgence. C'est vraiment pas l'urgence parce qu'il y a des choses qui finalement sont plus importantes au quotidien, simplement, et dans la période actuelle, individuellement, il y a ce réflexe individuel de dire que avant de s'occuper de la planète, avant de s'occuper des questions de préservation de la nature, il faut assurer la fin du mois, il faut s'assurer de remplir nos assiettes, il faut s'assurer de pouvoir s'offrir un toit, de partir en vacances. Et moi, j'ai fait le constat, et je vous invite, ne serait-ce qu'à regarder une page de pub à l'heure de grande écoute. Aujourd'hui, dans la représentation, en tout cas ce qu'on nous offre de la représentation du bonheur, c'est une voiture. C'est une voiture qui offre la vitesse et la sécurité, et dans ce cadre-là, la nature, on la retrouve, et systématiquement, mais en tant que décor, et pas en tant qu'élément essentiel. Donc je pense qu'une des questions et une des difficultés, ça a été dit ce matin, notamment par Michael Fossel, qui a parlé de la représentation qu'on se fait de la nature. Et j'ai entendu aussi, et dans cette représentation, la nature, elle est là, elle sera toujours là, donc il n'y a pas véritablement de raison de s'engager à avoir une action particulière par rapport à la biodiversité notamment. Biodiversité qui, signalons-le, pour beaucoup, c'est encore qu'un mot, et il y a encore moins de 35% des Européens qui savent exactement ce que recouvre le terme. Donc il y a encore un gros travail aussi en termes de sensibilisation sur ces enjeux. Alors le lien, je vous parlais, ce que je voulais partir du citoyen et arriver au politique, le lien aujourd'hui n'est pas établi entre ce qu'on met dans nos assiettes, ce qu'on met dans la chaudière, ce que contiennent les médicaments, ce avec quoi sont faits les vêtements que nous portons, avec le capital naturel et la nature. Moi je constate que sur le dernier siècle, et notamment au nord de la planète, dans les pays industrialisés, il y a une vraie déconnexion
avec le vivant qui s'est opéré sur les dernières décennies. Et même si on a du coup, il y avait un discours très positif d'Hélène, hein, c'est vrai que depuis le sommet de la Terre de 92, on a une prise de conscience qui n'a cessé de grandir pour se préoccuper de la biodiversité et qu'on a dépassé, on l'a vu lors de l'audition à la FRB, qu'on dépasse enfin, en tout cas dans le discours, le fait que se préoccuper de biodiversité, c'est aller au-delà de la préservation des petites fleurs et des petits oiseaux. Dans le grand public, sur les marchés, ça reste encore beaucoup ça. Malheureusement, le dépassement et le fait d'avoir une vision totalement globale et du lien entre notre quotidien et ces enjeux environnementaux n'est pas fait. Il a été fait, donc je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu sur les dernières années. Et puis dans le contexte, l'autre élément, et ça a été beaucoup souligné, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est après 40 ans de crise, hein, puisqu'on ne cesse de nous répéter qu'on est en situation de crise, où on attend, où nos concitoyens attendent des réponses. La complexité a beaucoup de mal à passer. On attend des changements simples, des solutions simples. On rentre dans des logiques, et notamment d'un point de vue politique, et vous pouvez le constater, où ça devient de plus en plus binaire. Donc les enjeux environnementaux comportant en eux-mêmes de la complexité, du changement, et n'ayant pas véritablement jusqu'à présent été présentés comme positifs, je pense que c'est l'une des principales raisons de non-appropriation du sujet par le grand public. Et sans parler qu'il y a aussi la question de culture, d'habitude, de représentation. Et à ce propos, et la question de l'éthique, je ne m'étalerai pas non plus, à ce propos, Humanité et Biodiversité a fait un colloque de 2 jours sur cette question d'éthique des relations humains et biodiversité. Donc c'est vrai que c'est pas en 5 minutes que je pourrais revenir sur tout ce que comporte la question. Du côté du personnel politique, il y a 2 éléments, je vais être un peu caricatural, mais l'électoralisme et le court terme. Donc, étant donné que le personnel politique généralement passe par l'évaluation comptable et électorale, si ce n'est pas une priorité exprimée par les citoyens, s'il n'y a pas un rapport de force qui est construit dans la société, si ça ne peut pas se traduire en nombre de voix au moment des élections, c'est que le sujet n'est pas de nature à assurer le renouvellement du mandat et que donc le sujet n'est pas digne d'être intégré et porté politiquement ou électoralement dans les différentes échéances. Et ceci même, et ça je voulais juste le signaler, que le personnel politique, et c'est une chose qui est utile de rappeler, au-delà de se faire comptable, et on tombe beaucoup dans ce travers-là, des intérêts particuliers cumulés qui vont lui permettre de remporter une élection, il devrait encore avoir ce pouvoir d'orienter et de garantir un vivre ensemble, un vivre mieux, et puis donc d'imposer des priorités d'intérêt général, c'est-à-dire celles qui servent à tous. Mais, et là encore, pour peu qu'on dépasse les intérêts particuliers, il s'agit d'assurer des propositions et de mettre en œuvre des mesures qui peuvent se mesurer sur le temps d'un mandat. Et là, on a une contradiction et une contrariété entre le temps politique et le temps pour réaliser les enjeux liés à la biodiversité ou à la lutte contre le dérèglement climatique, le court terme contre le long terme, et notamment la projection et de résultats à plusieurs décennies. Donc c'est l'histoire de l'œuf et la poule, hein. Le citoyen ne voit pas l'importance du sujet parce qu'il est trop peu porté politiquement. Et le personnel politique n'y voit pas encore l'intérêt parce qu'il n'y a pas d'intérêt électoral à se saisir de la question, les citoyens n'en étant pas totalement convaincus de l'importance. À ça, je voudrais juste en un mot, parce que je pense que je vais être trop longue sinon, ajouter 5 éléments qui me paraissent importants et où je pense qu'on arrivera à progresser dans cette prise en considération tant politique que par l'opinion publique, et d'aller au-delà des causes profondes du désintérêt réciproque que je viens de vous présenter. C'est le fait de faire tomber un certain nombre de certitudes et de préjugés erronés. La première, c'est que ça va coûter cher. Et que ça, on a un vrai souci et un vrai enjeu à réussir à intégrer les enjeux environnementaux dans le modèle économique. Et c'est un modèle économique, ça a été dit, je ne vais pas le développer, qui suppose d'être totalement revisité, et donc un changement qui peut créer des craintes. Et comme aujourd'hui, et ce système économique supposerait de prendre en considération le gratuit, qui est encore trop souvent méprisé,
C'est je pense, un des obstacles qu'il s'agirait de dépasser. On y reviendra peut-être, mais d'arriver à valoriser ce gratuit, arriver à valoriser une économie qui est dans l'économie. Et en préservant la biodiversité, en luttant contre le dérèglement climatique, il ne s'agit pas d'engager ou de créer de la valeur monétaire, mais, et on le parlait, c'est les économies d'énergie, c'est une économie de de la consommation des ressources naturelles, de l'économie de la consommation énergétique. Et ça, c'est un vrai changement culturel et un vrai modèle économique qui supposerait du courage politique et de la détermination. Modifier l'économie, et en un mot, ça suppose aussi, et je pense qu'une des difficultés aujourd'hui dans la prise de décision politique, c'est qu'on ne dispose pas des bons indicateurs. Tant qu'on restera sur la base de l'indicateur principal qui mesure la richesse et la croissance d'un État, qu'est le PIB, et qu'on n'arrivera pas à y intégrer les externalités négatives que présente l'environnement, mais que jusqu'à présent, ces externalités négatives sont aujourd'hui présentées comme potentiellement donc des créatrices de valeur exprimée avec l'outil PIB. Je pense que c'est là encore, on aura du mal à sensibiliser et à faire prendre en compte ces enjeux. Et puis, faire passer le message, ça a été dit aussi, que l'écologie, c'est pas un luxe pour les nantis et qu'aujourd'hui, la question sociale et la question environnementale sont intimement liées, qu'aujourd'hui, ce sont les personnes les plus défavorisées qui souffrent le plus et qui souffriront le plus des déséquilibres environnementaux. Et puis, ce que Hélène appelait l'utopie, moi, j'appelle ça la technophilie. Faire tomber cette idée que on aura et on trouvera, la science trouvera toujours des solutions à tout, et que on fera preuve et face à toute adversité par des solutions technologiques et scientifiques. Et puis enfin, la prise de conscience collective et la connaissance. Et moi, je suis plutôt, malgré ce qui a pu être dit et les propos très positifs, je pense que on manque encore beaucoup de connaissances et de partage de la connaissance. De mon expérience, j'ai pu mesurer que les grandes décisions qu'on arrivait à prendre, et même difficiles et politiques, c'est quand on avait l'expertise et le consensus scientifique qui permettaient ensuite aux politiques de prendre les décisions, telles que, je vais prendre un seul exemple, la suspension des néonicotinoïdes à l'échelle européenne. Tant que nous n'avions pas réussi à prouver scientifiquement qu'il y avait un impact direct entre la mortalité des abeilles et l'utilisation de ces néonicotinoïdes, aucune décision politique n'était possible au regard des enjeux économiques que présentait l'utilisation des pesticides en Europe. Merci beaucoup Sandrine. Laurence, je peux te passer la parole aussi sur cette question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre la biodiversité, mais aussi parfois le climat, plus au cœur des arbitrages politiques. Bon, les deux cas sont évidemment assez différents, en partie parce que la mobilisation politique a quand même été très, même si on peut se demander si elle se traduit dans les faits, sur le climat, y compris dans les politiques nationales, dans le travail sur les politiques énergétiques, enfin partout dans le monde aujourd'hui, il y a une discussion sur le mix énergétique, il y a des mesures d'efficacité énergétique, il y a un développement, comme vous le savez, très important des renouvelables, et c'est venu quand même de la conjonction de deux facteurs, me semble-t-il, pour le climat, que je vais essayer de tracer ensuite pour la biodiversité, qui était la perception de plus en plus précise du risque, par les politiques, j'entends, parce qu'il y a des tas d'acteurs dans la société qui percevaient déjà, notamment les agriculteurs, parce qu'ils étaient déjà confrontés à l'observation des changements, mais la perception économique, matérielle du risque, et en même temps, comme au fond l'annonce de la catastrophe ne fait pas agir en soi-même, le fait qu'on commençait à voir que la question des solutions est devenue dans le climat depuis maintenant plus de 5 ans une espèce d'activité très importante. On discute tout le temps de comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, et notamment du point de vue de la réduction des émissions. Et on voit d'ailleurs que c'est très intéressant parce que du côté de l'adaptation au changement climatique, où la question est plus compliquée, enfin elle est plus compliquée tout simplement parce qu'on a moins travaillé et que du coup on ne sait pas très bien faire les métriques et on a ce problème de qu'est-ce que c'est les solutions. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça me paraît assez proche
des problèmes qu'on rejoint sur la biodiversité. Bon, pour avoir été très impliquée dans ces négociations sur la biodiversité avant, et y compris dans le lancement de l'IPBES, on voit qu'il y a à la fois quand même une perception, que la perception du risque, elle est plutôt, elle n'est pas là. Enfin, l'idée de la 6e extinction, elle n'est pas, les politiques n'y croient pas, enfin ils ne la comprennent pas tout simplement. Ils comprennent difficilement la notion d'écosystème, c'est-à-dire qu'on dépend, enfin que c'est évidemment des éléments interreliés qui ont enfin c'est une co-vie ensemble, et que en même temps l'espèce humaine elle est dedans, elle n'est pas dehors. Donc ça c'est très, ça je crois que c'est très difficile. Je vais revenir parce qu'il y a un bouquin d'Ed Wilson qui vient de sortir, que j'ai attrapé là aux États-Unis, en disant, reconnaissant que lui-même, malgré tous ses efforts, n'a pas réussi à faire passer cette notion dans le champ politique. Et c'est pour ça qu'il propose quelque chose d'une métrique simple, en disant il faut qu'on mette en réserve la moitié de la planète terrestre, parce que si on n'a pas quelque chose de simple, on ne sait pas le faire. Et donc, ce qui me semble sur cette histoire de biodiversité, la seule chose concrète, et on le voit quand même dans les politiques qui sont mises en place, c'est quelque chose autour de la conservation. C'est évidemment les politiques de parc, c'est quand même comme ça que ça a commencé, et que ça continue encore comme ça. L'histoire des aires protégées, on voit, si on conserve de la nature, c'est quelque chose qui peut se représenter aux politiques, et qui du coup donne une image de la nature protégée, qui on voit que là où le pont ne se fait pas, c'est ce travail sur l'interaction homme-nature, qui a l'air d'être vraiment une énigme pour ces responsables politiques. D'où la grande difficulté à discuter de l'agriculture, alors que c'est quand même normalement pas très compliqué. On voit, c'est pas compliqué à voir l'impact. C'est comme si on peut discuter de la biodiversité si on pense encore une fois aux forêts, aux parcs naturels, enfin la conservation, mais ce qui est le questionnement de l'interaction paraît très difficile. Seule chose que je trouve intéressante, c'est qu'on le voit par d'autres médiateurs. Sandrine parlait de la santé, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est en train de faire le lien, notamment sur la production de produits alimentaires et l'exposition aux pesticides. C'est pas banal maintenant que tout de même on écoute à la radio le fait qu'on retrouve telle ou telle substance chimique dans les cheveux, ou qu'il y ait quand même des risques liés aux produits alimentaires. Il y a cette question du bien-être animal, et alors c'est peut-être particulièrement en France, ça avait démarré beaucoup au Royaume-Uni avant, la sensibilisation, notamment toutes ces campagnes sur l'élevage qu'on connaît maintenant, qui commence à faire un lien entre nature et interaction avec l'homme. On arrête de l'ignorer et on commence à le reconnaître. Je pense que sur l'agriculture, on est quand même en train d'y arriver, malgré tous les efforts pour ne pas s'en rendre compte, et évidemment à cause des intérêts des uns des autres. Mais ces médiateurs qui, dans le climat, ont été, mis longtemps, mais ont été établis, il me semble, je serais peut-être un peu optimiste, mais que à la fois c'est difficile pour les politiques, on ne voit pas d'ailleurs les politiques traditionnelles poser le problème de l'interaction de nature de façon directe via toutes ces interactions, l'extension de l'urbanisme, la question agricole ou d'autres, mais tout de même par le biais de la santé, le biais du bien-être animal, le biais aujourd'hui de tout de même cette idée des ressources. Je trouve que ça a quand même fait des progrès. Alors ça ne veut pas dire que c'est compris, mais la surpêche, en revanche, est une question aujourd'hui banale. Enfin, elle n'est pas mystérieuse pour les politiques. Il y a des mesures qui sont prises. Tout le monde n'est pas compétent pour traiter de la taille des filets, ou de la taille des mailles des filets, ou de ce qu'il faut faire. Mais je crois qu'un politique normal connaît les problèmes de surpêche. Et va donc en parler. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments, me semble-t-il, qui ont été sur la nature des risques et la maturité des solutions, qui sont quand même en train de progresser. Alors c'est peut-être dans cette notion très complexe
de la biodiversité que le problème réside, parce que, encore une fois, je pense qu'on peut faire et accélérer énormément les progrès pour que, lorsqu'on parle d'agriculture, de pêche, des océans, de la déprise agricole, que ceci devienne concret, mais c'est l'intégrer dans le raisonnement de la biodiversité qui, évidemment, traite d'échelles très différentes et qui, finalement, pose un problème théorique très compliqué. Et je crois que, bon, moi j'ai comme d'autres écrit, milité, négocié cette notion-là. Alors elle a eu l'immense avantage d'offrir une plateforme pour des acteurs extraordinairement divers, des peuples indigènes, justement aux agriculteurs, au gouvernement et à d'autres. Et en même temps, elle est peut-être un problème pour l'action. Et je trouve que la réflexion d'Oulesson, de ce point de vue, est intéressante. De se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse un truc simple, parce que sinon, personne n'y comprend rien. Et la variété génétique, la variété des espèces, la variété des écosystèmes, c'est peut-être trop compliqué pour qu'on sache s'en saisir. Le climat, quand même, pensons-y, ça s'est incroyablement simplifié. Entre le changement climatique et la réduction des émissions de carbone, c'est une simplification monstrueuse quand même. Mais c'est quand même avec ça qu'on a pu s'en saisir. Donc il y a bien une grande complexité dont il faut trouver les moyens d'action. Encore une fois, je ne suis pas du tout, en fait, ça s'entend, pas du tout une partisane du catastrophisme éclairé. Pour l'avoir vécu moi-même, dans plein de situations différentes, je pense que si on n'a pas de moyens d'action, on ne sait pas quoi faire. On ne veut pas voir le problème. Donc voilà, je trouve qu'il y a peut-être des catégories à repréciser, des liens à faire de façon plus systématique, mais il y a peut-être à réfléchir sur est-ce que cette notion nous aide, et si elle nous aide, comment est-ce que, si on veut la garder, comment on la transforme. Merci beaucoup Laurence. Alors c'est une vraie question posée au président de la Fondation de recherche sur la biodiversité. Alors c'est peut-être pas là-dessus que tu voulais réagir, mais je pense que c'est important que tu nous dises un peu comment tu vois qu'est-ce qu'on peut simplifier et ce qu'il faut simplifier notamment. Oui, d'abord merci pour cette invitation. C'est vrai que ça nous permet de faire, j'emploie des fois le terme de jus de cerveau de manière intensive. Donc c'est extrêmement positif. Donc dans les réflexions autour de la question qui ont été posées, c'est vrai que ce que Laurence Tubianin a commencé sur la question du risque, et je pense que c'est aussi un élément un peu essentiel, parce qu'on a un contraste tout de même entre des crises, des accidents géologiques, éventuellement climatiques, spectaculaires, qui ont entraîné des morts aussi, et donc qui vont alerter très fortement les acteurs sociopolitiques, et qui restent ancrés dans les mémoires. Et de l'autre côté, des crises écologiques qui souvent peuvent apparaître comme relativement ponctuelles, qui touchent des communautés particulières, j'y reviendrai après, des fois lointaines, et on va assez facilement oublier ces crises écologiques. L'effondrement, par exemple, des pêchers de morue de Terre-Neuve dans les années 70 et 90, ça a été quelque chose de dramatique, qui a un temps marqué les esprits, mais l'alimentation humaine n'a pas été mise en péril du fait de ces effondrements de pêcheries. Et le fameux Dust Bowl, la conséquence de ce que d'aucuns ont appelé l'agriculture minière aux États-Unis jusqu'aux années 30, finalement, elle a généré un peu ce que Hélène Soublet a appelé une sorte de technicisme, etc., qui a permis au moins un temps de compenser ce type de phénomène. Autre chose, les grandes extinctions massives d'animaux dans les temps historiques, je veux dire, n'ont laissé qu'un souvenir, disons, anecdotique, que ce soit les dodos, la destruction des bisons américains, la destruction du grand pingouin, la rétine de stellaire, le loup thylacine. Ça n'a pas été perçu comme des atteintes graves qui allaient empêcher, je dirais, la planète de fonctionner. Inversement, on peut dire que seules les grandes épidémies, d'une certaine manière, ont marqué les esprits, avec récemment, par exemple, le cas du virus Ebola ou de la grippe aviaire. Mais là, c'est contre-productif parce que finalement, ça a renforcé dans une partie de l'opinion l'idée que la biodiversité, et surtout la faune sauvage,
était un réservoir de pathogènes, était donc par essence dangereuse. Il ne faut pas négliger cela. Même dans mon propre institut, j'ai eu l'occasion de lutter contre des textes justement de journalistes qui employaient des termes guerriers pour dire combien les peuplements de chauves-souris pouvaient être dangereux pour l'humanité. Donc il y a des moments où ça devient extrêmement particulier. Donc les décideurs, d'une certaine manière, ne vont pas réfléchir en matière de perte de biodiversité en termes de catastrophe écologique, locale ou mondiale. Alors bien entendu, il ne faut pas espérer, ou du moins attendre, se dire on va sortir de cette situation grâce à une catastrophe écologique. Mais Laurence Tubiane a évoqué donc la question des pêcheries. Bon, je rappelais récemment que Daniel Pauly, qui est tout de même l'un des grands spécialistes aujourd'hui en halieutique, considère comme quelque chose de relativement réaliste, un effondrement de tous les stocks de poissons au milieu de ce siècle, en 2048. Donc, il considère que c'est une hypothèse probable, dont les conséquences, là, pourraient être relativement majeures, au moins sur toute une série de pays qui reposent, dont l'alimentation repose en particulier sur l'exploitation des ressources marines. Alors, comme ça a été dit ce matin par Hélène Soublé, il y a l'aspect d'amnésie environnementale qui joue un rôle important chaque génération, et donc les décideurs associés se référant à l'état de la biodiversité qu'elle connaît et ne prenant pas directement en compte les changements survenus sur le moyen et le long terme. On négligera pas aussi ce qu'on appelle le déni de perte de biodiversité, et déni du rôle de l'homme dans ces pertes. C'est, semble-t-il, assez répandu. Nous avions eu l'occasion, avec Sébastien et quelques autres, de répondre à un texte de l'Académie des technologies qui ouvrait tout de même une porte un peu inquiétante à ce niveau-là. Et puis, je rappelle, ça a été dit aussi, la réaction des décideurs, mais aussi de certains chercheurs, des réactions très négatives lorsque l'on parle de 6e extinction, alors que l'on a tout de même des éléments. Alors, je rappelle que la science, c'est pas quelque chose de monolithique, c'est des hypothèses qui se créent, qui s'implantent, s'installent, et qui ensuite sont battues en brèche éventuellement. Donc, à un moment donné, je considère qu'il y a tout de même beaucoup d'arguments qui vont en faveur de cette notion de 6e extinction. Enfin, on peut parler aussi de résilience apparente, de la nature face aux pressions, et de la fameuse notion de dette d'extinction, c'est-à-dire le délai entre la dégradation d'un habitat et les pertes d'espèces. Donc, naturellement, à l'échelle, là aussi, d'une vie humaine ou d'une vie de décideur, il n'est pas toujours évident de voir cette situation se mettre en place. Le deuxième grand point que je voulais évoquer, c'est que, si on se réfère aux élections actuelles, c'est que le fait que les atteintes à la biodiversité majeure sont, j'allais dire, éloignées des centres occidentaux, éloignées de chez nous d'une certaine manière. Si on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui en Asie du Sud-Est, à Bornéo par exemple, qui a été couverte à 76% de forêt dans les années 70, et aujourd'hui, la forêt a été réduite à 53% de la surface de cette grande île, au travers en particulier des plantations de palmiers à huile qui occupent à peu près 17% de la surface. Quand on voit les cartes aujourd'hui de Bornéo, c'est assez spectaculaire. Et quelques-uns d'entre nous qui avons eu l'occasion d'aller à la plénière de l'Ibès en Malaisie, quand on arrive sur l'aéroport de Kuala Lumpur, on se demande ce qu'on voit comme forêt en dessous. Et on fait, c'est naturellement ces fameuses forêts de palmiers à huile, quelque chose d'assez spectaculaire. Il faut l'avoir vu une fois dans sa vie. Donc, si on reprend l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, les chercheurs qui font des analyses, en particulier satellitaires, considèrent que 45% des zones de plantation de palmiers ont été créées à partir de zones forestières. Alors, en Amérique du Sud, c'est moins important, 31%, et en Afrique, pour l'instant, donc, on est encore à des chiffres inférieurs à 10%. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième, c'est que je pense qu'il y a un gagnant-gagnant économique international qui génère des ambivalences très défavorables à la biodiversité. Alors, le développement économique spectaculaire de beaucoup de pays, justement en Asie du Sud-Est, s'est fait, ou se fait encore, donc à travers l'exploitation, on va dire, minière de l'environnement. Et les pays occidentaux, obligatoirement, bénéficient de ce boom économique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'il y a eu discussion de la loi, donc, il y a eu un petit chantage. L'Indonésie doit acheter des Airbus A400M, donc des Airbus militaires de transport, et donc, naturellement, est intervenu assez discrètement, mais très fortement, sur les discussions sur une taxation de l'huile de palme. Sous-entendu, si vous nous taxez, nous, on n'achètera pas les Airbus.
Certains pays andins connaissent aujourd'hui un boom économique associé à l'exploitation minière des ressources naturelles. Là aussi, est-ce que l'on va se priver d'interactions économiques positives en pleine crise chez nous? C'est pas toujours évident. Et dans le même temps, je pense qu'il y a aussi une forme d'autocensure pour ne pas risquer des accusations de néocolonialisme écologique. Donc, en traduction, à qui sommes-nous pour imposer la préservation de la biodiversité à des pays émergents dont les populations vont enfin pouvoir tirer avantage du développement économique tiré par l'exploitation des ressources naturelles. C'est le cas justement de la Malaisie, dont je crois le produit intérieur brut doit se rapprocher très fortement des pays occidentaux. Bon, voilà. Enfin, deux derniers points. Le manque de perception de la dimension internationale des atteintes à la biodiversité pour les décideurs. Je citais récemment quelque chose qui m'a semblé assez surprenant, l'exemple de la surexploitation de certaines forêts du sud des États-Unis pour fournir des granulés à la filière de chauffage à bois européenne. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui s'achètent des poêles à bois, on met des granulés assez. Alors moi je pensais que c'était du compactage de poussière de bois, mais non. Derrière, il y a des bois à faible qualité qui sont coupés pour cela. On pourrait prendre l'exemple de la culture du soja au Brésil au bénéfice de nos pays. Et là, récemment, je voyais que M. Trump souhaitait annuler une loi de 2010 qui interdit l'achat par les compagnies américaines de minerais issus de zones de conflit. Donc, voilà. Si cela se faisait, une menace croissante pèserait par exemple sur les quelques milliers de gorilles gourouers qui survivent encore dans l'est de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, où prolifère ce type d'exploitation minière. Alors pour terminer, je pense que le problème c'est aussi un certain manque de courage politique des gouvernants. La loi sur la conquête de la biodiversité est passée en France, il faut le saluer, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Mais depuis son adoption, et donc alors que le concept de nuisible a été sorti de la loi, on assiste, par exemple, aujourd'hui, pas il y a 3 ans, aujourd'hui, cette année, à des campagnes massives d'éradication du renard dans l'est de la France, du blaireau dans le nord de notre pays, et les loups, on le sait, Antoine, des soucis à se faire au moment où les autorisations de tir n'ont jamais été aussi importantes. Donc il n'y a pas de traduction, ça rejoint un peu ce que disait... ce matin sur le mot, le passage du mot à la réalité, qui ne se fait pas manifestement, on en reste au mot. Les politiques ont les yeux fixés sur les votants et les lobbies, comme vous l'avez dit, oubliant donc aussi peut-être, et peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent attention à cela, c'est un peu ce qu'on a dit aux gens qui sont venus plancher à la FRB, que les défenseurs de la nature sont aussi nombreux, même s'ils sont souvent moins cohésifs, si j'ose dire, au plan électoral. Donc ça ramène à la nécessité aussi pour les politiques de prendre leurs responsabilités, et quelque part dans les choix actuels, parce que finalement, moi mon idée, ça serait qu'on développe aujourd'hui une nouvelle stratégie nationale sur la biodiversité, beaucoup plus associons mieux les différents acteurs, parce que finalement le choix peut être entre justement une vraie reconquête de la biodiversité qui à ce moment-là passe par l'acceptation justement, disons, de la reconnaissance des processus écologiques, et par exemple la nécessité d'avoir dans un système fonctionnel des grands prédateurs, par exemple, ou à l'inverse. Mais là aussi, c'est une décision politique, le passage ou l'acceptation d'un jardin à la française, où on ne laisse que les animaux, les plantes, qui n'interagissent pas négativement avec les humains. Et à ce moment-là, comme on l'a fait dans le passé, il faut bien voir, que ce soit en Angleterre ou en France, on élimine les loups, les renards, demain le chacal doré qui se rapproche, les blaireaux, les cormorans, etc. Je ne vais pas vous faire une énumération trop longue. Et ça, c'est un choix politique. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les chercheurs apporte la connaissance, apporte un certain nombre d'éclairages sur le fonctionnement des systèmes complexes comme ça a été dit, mais ce n'est pas eux qui vont pouvoir prendre les décisions politiques. Et si on veut sortir des ambiguïtés actuelles, parce que vous avez parlé des relations homme-nature, moi je pense que les politiques sont tétanisés face à la difficulté de gérer les relations homme-nature aujourd'hui, au moins en milieu terrestre. En milieu marin c'est un peu plus simple, parce qu'il y a moins d'acteurs. Il faut aussi que les politiques prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup à tous les trois. Je voulais vous poser une question finale, en fait, qui est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les 5 années qui viennent, quelles sont les échéances sur lesquelles il ne faut pas que la société française se rate
On peut penser à des échéances mondiales, des échéances européennes comme la directive 4 sur l'eau ou la politique agricole commune, ou aussi des sujets très concrets, des arbitrages, comme le disait Jean-François, qui sont pas forcément liés à un calendrier politique déjà fixé, mais sur lesquels il faut prendre les bonnes décisions aujourd'hui, au risque sinon d'être pris dans une trajectoire qui nous emmène très loin du compte en matière de biodiversité, voire de climat. Est-ce que je peux vous demander de répondre à cette question en premier, Sandrine, si vous voulez bien? Oui. Sur les 5 prochaines années, les priorités telles qu'elles ont été fixées, les premières, je vous renverrai aux 20 objectifs d'Aichi à 2020, où le programme et les engagements et les mesures à prendre d'une manière générale et globale sont bien exposés. Et on fait l'objet de compromis et de consensus. Je vous renverrai à l'exercice difficile qui a été celui d'Humanité et Biodiversité, de prioriser 10 propositions qui peuvent être mises en œuvre dans les 5 prochaines années, donc 10 propositions pour la biodiversité. Et si je devais retenir les principaux chantiers, au niveau français, la France au niveau européen et international, au niveau français, dans les 100 premiers jours, un des chantiers prioritaires, et on parlait beaucoup d'économie, moi je pense que c'est la question de la fiscalité, déjà d'une part, parce que c'est un des outils qui peut véritablement permettre, et dès lors qu'on a un report de la fiscalité sur le travail à la fiscalité sur les pressions environnementales qui trouverait une acceptation auprès du plus grand nombre. Une autre mesure est toujours de cet ordre, puisque nous sommes à l'heure des économies. Faire des économies aujourd'hui, c'est cesser de financer les activités et de subventionner, de donner de l'argent public, et donc d'orienter des pratiques et des plans et programmes et des projets par les financements publics. Donc réformer, voire supprimer les financements néfastes à l'environnement et à la biodiversité. Un des éléments qui pourrait changer un petit peu la donne et qui nous manque, et sur la question, peut-être davantage sur la biodiversité que le climat, c'est qu'on a besoin de plus d'intégration et de sortir des politiques en silo. L'enjeu de la préservation de la biodiversité, maintenant on peut mesurer, ça n'est pas une politique de protection de la nature avec des espaces protégés où on peut faire tout et n'importe quoi à côté. Ce qui fait qu'on aurait besoin, alors soit par le biais de la santé, de l'agriculture, de l'alimentation, de plus de transversalité. Je ne crois pas qu'il soit aujourd'hui possible, par exemple, d'avoir un ministère de l'environnement et de l'agriculture. En tout cas, ça ne se ferait pas au bénéfice de l'environnement dans le contexte actuel. Donc, je ne prendrai pas le risque de cette proposition, qui n'est d'ailleurs pas portée par Humanité et Biodiversité. Par contre, envisager une délégation interministérielle sur la question de la santé, de l'alimentation, de la biodiversité, de l'environnement et de l'agriculture, ça paraît être une nécessité et ça peut être un bon levier pour avancer sur le sujet. Enfin, je partage une des priorités qu'énonçait Jean-François. La stratégie nationale pour la biodiversité peut véritablement être un outil intéressant et important, pour peu que véritablement elle soit redynamisée, que les objectifs soient reprécisés et qu'il y ait davantage de contrôle, et qu'elle se soit plus une politique incitative que ce qu'elle est aujourd'hui et qui est simplement à caractère volontaire. Le renforcement de l'Agence française pour la biodiversité, on a aujourd'hui une nouvelle instance qui peut aussi être le facilitateur et faire du lien entre les différentes politiques. Et puis enfin, l'éducation et l'expertise environnementale, moi je pense que ça reste des chantiers prioritaires et défaillants. Là, on a eu une grande réforme de l'éducation et pour le coup, on a loupé le cap d'y introduire l'éducation et la sensibilisation à l'environnement dans le cadre de cette grande réforme. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, et sur la capacité d'expertise et de recherche publique, de pouvoir se donner les moyens. Les 100 premiers jours, on sait que c'est à peu près dans ce moment-là qu'on lance les plus grandes réformes. La prochaine COP, climat à Bonn, mais je pense que c'est plutôt d'ici 2018 et qu'il faut véritablement s'engager sur la COP climat de 2018. On aura une autre, je pense que les conférences internationales sont toujours des moments intéressants, donc sur la COP biodiversité en Égypte, là aussi en 2018. En tout cas,
moi, il me semble intéressant qu'on commence déjà, et j'aimerais bien que le gouvernement français, à l'échelle nationale, et soit porteur au niveau européen, de commencer à s'inscrire dans le prochain sommet de la Terre qui aura lieu en 2022, c'est-à-dire à la fin de cette mandature, parce que tout ce qu'on se dit là, et notamment sur les interactions climat et biodiversité, il y a peut-être un moment où, même si ça peut paraître difficile, où il serait intéressant d'envisager de mener le combat de la lutte contre le dérèglement climatique, de la lutte contre la perte de la biodiversité et de la désertification, non plus là encore par silo, mais peut-être d'envisager une stratégie et des engagements et des objectifs internationaux croisés sous une même convention. Merci beaucoup Sandrine, merci pour votre concision aussi, parce que je sais que vous posez des questions qui pourraient être, dont les réponses pourraient demander beaucoup plus de temps. Ah oui, j'ai oublié la politique agricole commune, mais vous l'aviez énoncé, ça c'est un élément très très important là, dans les mois qui vont venir. Merci Sandrine. Effectivement, en plus, ces listes sont souvent difficiles parce qu'on oublie certains morceaux. Laurence, puis Jean-François, si vous voulez aussi nous livrer avec un peu de concision, je m'excuse de vous presser un peu. Oui, et évidemment, je connais beaucoup moins bien la situation française, donc je vais être très courte. Moi, il me semble qu'il faut taper sur des clous assez forts auprès des candidats, et que quand même le premier grand clou est quand même sur l'agriculture, parce que c'est quand même le point sur lequel on n'y arrive pas en France. Enfin, ça bouge. On voit bien que par rapport à la crise agricole, les bonnes réponses, elles sont évidemment pas dans la poursuite du modèle actuel. Donc moi, je dirais priorité à l'agriculture écologique, comme on voudra l'appeler, qu'on l'appelle biologique ou écologique, mais que ce soit un clou qu'on enfonce en mettant à profit le fait que l'autre modèle est quand même d'entrer dans une crise manifeste, qui va avec d'ailleurs la suppression des subventions aux énergies fossiles. Ça concerne quand même encore les agriculteurs et les pêcheurs en France. Alors, il faut penser aux aspects sociaux, mais il y a beaucoup de manières de traiter les aspects sociaux, mais c'est quand même les très grosses armatures, armements de pêche qui bénéficient de ces subventions et dont on sait qu'on a vraiment le plus de mal à réguler leur prise. Donc, je ferai des choses pas nouvelles, mais très sur les politiques sectorielles sur lesquelles vraiment elles font le plus mal aujourd'hui à la biodiversité. Et après, il y a plein d'autres choses à faire, évidemment. Je crois que les échéances internationales dont a parlé Sandrine sont importantes. Après, il y aurait peut-être une dimension que j'ajouterais, qui est en pleine question sur la gouvernance de ce pays. C'est quand même, la biodiversité, c'est aussi un bien commun. Il y a bien sûr la dimension internationale, mais c'est aussi un bien commun, un bien territorial, et enfin en tout cas qui peut se comprendre comme ça. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait faire comprendre cette notion d'écosystème qui, encore une fois, elle est scientifique, elle n'est pas politique, mais que si on la traduit en termes de bien commun, d'espace géré, d'interaction et de gouvernance locale et territoriale, on peut, je pense, faire un progrès. Il y a déjà des pistes, notamment sur l'évolution des pratiques agricoles. Je pense à la manière dont, de façon intelligente, l'UNESCO a classé une partie de l'élevage du Languedoc-Roussillon de façon intéressante, parce que c'était justement des pratiques dans une interaction avec la nature positive. Donc voilà, je ne ferai pas des choses originales, mais je ferai des choses en disant pour une fois il faut le faire, en gros. Merci beaucoup Laurence. Jean-François, le mot de la fin te revient. C'est une lourde responsabilité. En plus, tu veux que je sois concis, donc ça va être encore plus dur. Mais bon, on va y arriver. Donc, 3 points peut-être, qui recoupent un peu aussi l'autre question. Faire en sorte que l'apport de solutions, puisqu'on a parlé des solutions, vis-à-vis des 3 grands défis auxquels l'humanité est confrontée, c'est-à-dire le défi climatique, mitigation du réchauffement, transition énergétique, je les associe, le défi alimentaire, plutôt que parler d'agriculture, lui-même lié au défi démographique, et le défi de la préservation de la biodiversité soit considéré comme d'importance équivalente par nos politiques, et fasse l'objet de politiques concertées au niveau national, donc ça c'est leur truc, mais aussi européen et international, et que les solutions concernant l'un ou l'autre de ces défis ne soient pas élaborées sans analyse des conséquences sur les 2 autres.
Le deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure, remettre en chantier, dynamiser, etc., la stratégie nationale pour la biodiversité. L'actuelle se termine en 2020, donc on n'est pas loin. Mais là, de manière à associer l'ensemble des acteurs, et en particulier, je vais dire quelque chose, les ministères en charge de l'écologie et de la recherche. Ça s'est fait dans le temps, et ça a pas mal marché. Bon, il faudrait revenir vers cela. Et, comme indiqué, donc, prendre des décisions politiques pour inscrire dans la durée une politique de protection de la biodiversité cohérente. Le troisième point, et ça ne surprendra pas nos amis de l'IDRI, c'est tout de même de contribuer au niveau international à redonner à la plateforme Sciences Politiques IPBES les moyens de son ambition initiale. Il manque aujourd'hui plusieurs millions, alors de dollars ou d'euros comme vous voudrez, pour achever le premier programme de travail de l'IPBES. Seule une minorité de pays contribue à son budget, donc on est, voilà, un système un peu surréaliste, et son avenir n'est pas assuré, même si demain, ça c'est une des bonnes nouvelles, l'Europe va enfin pouvoir contribuer à son budget. Le premier programme de travail de l'IPBES est considéré comme ayant été trop important, si j'ose dire, pour ne pas dire irréaliste. Personnellement, je ne partage pas vraiment cette vision, car il avait été raisonné dans le cadre d'une véritable ambition qui mettait en avant les priorités majeures évidentes, comme les évaluations régionales et mondiales de la biodiversité, et des besoins partagés à différents niveaux, comme l'évaluation des pollinisateurs ou le travail sur l'usage durable de la biodiversité sauvage. Ce sont les contributions financières qui n'ont pas suivi, c'est assez classique, en parallèle, donc avec la crise économique mondiale. Il faut inverser cette tendance et relancer cette mécanique. Sinon, d'une certaine manière, c'est toute cette dimension planétaire du défi de la préservation et d'une meilleure utilisation et valorisation de la biodiversité qui sera perdue. Alors la France a peu de moyens financiers, mais elle peut faire ici un effort pour inciter les pays émergents à contribuer, et surtout, comme elle l'a fait jusqu'à présent, à mobiliser ses scientifiques. Il faudra garder aussi un œil sur la COP CDB, et sur sur l'atteinte ou la non-atteinte des 20 objectifs d'Aichi. Ça ne va pas être facile, et là aussi, il est souhaitable que la France soit exemplaire. Merci beaucoup Jean-François. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir accepté de livrer votre analyse sous forme de récapitulatif du programme qu'on va livrer à ce prochain gouvernement, chacun dans nos institutions respectives. Merci à tous les trois. Je vous prie tous dans l'assistance d'excuser le fait qu'on n'ait pas de temps pour des réponses, mais je trouvais que laisser le temps à nos intervenants d'exprimer tout ce qu'ils avaient à dire était très important. Alexandre me suggère de dire qu'en fait c'était un peu comme une thérapie de groupe aujourd'hui, et que donc forcément on n'a pas le temps de tout dire dans une thérapie de groupe, mais que c'est que le début, et que on pense avoir effectivement ouvert pas mal de discussions sur lesquelles on aimerait bien retravailler ensemble, les différentes institutions qui ont participé. Donc je voulais remercier la Fondation pour l'écologie politique, l'Institut Veblen, le Muséum d'histoire naturelle, la Société française d'écologie, et je crois que j'oublie pas des partenaires, et la Fondation Recherche pour la biodiversité. Merci Jean-François. Je savais qu'au-delà de 4, j'arrive pas à compter. Je voulais remercier en particulier Julia Claus de la SFE, Alexandre Rankovic de l'IDRI et Benoît Monange de la FEP qui ont beaucoup œuvré pour que cette journée existe. Karine Antunes aussi qui nous a beaucoup aidé de l'IDRI. Sciences Po pour l'accueil, et merci à tous d'avoir assisté à cette journée dont j'espère que vous aurez tiré bénéfice. À très bientôt. Au revoir. Et merci à toi et à l'idée d'organiser cela. C'était nous ?